Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. C'est le journal qui a 40 ans, Luc, c'est pas Raphaël Nadal. Bon, moi, j'étais inquiet. Mon cher Luc, ça démarre très mal cette matinée. Alors, posons la question de fond. Est-ce que finalement les Anglais, avec leur système, n'intègrent pas plus facilement, justement, leur minorité avec cette affaire du maire de Londres? Parce que nous, on n'arrête pas de parler de la République, mais est-ce que c'est pas une erreur? Non, je pense pas. Est-ce que c'est vraiment de l'intégration? Est-ce que il faudrait, j'ai pas regardé le détail, mais il faudrait voir quel est le vote musulman, c'est-à-dire quel vote communautaire dans l'élection de ce nouveau maire de Lyon. De Londres, pardon. Soyons optimistes. On peut être démocrate et musulman. Donc ça peut être un formidable exemple pour le monde entier. Donc d'autant qu'il a une origine populaire, fils de conducteur d'autobus ou que sais-je. Bon, donc tout ça peut être au contraire extraordinairement positif. Mais la première question qu'il faudrait se poser, malheureusement j'ai pas la réponse, c'est quelle est la part du vote communautaire dans son élection. Elle est probablement très grande. Oui. Et en France, si l'intégration a réussi, je le répète souvent, mais pardon d'y revenir, si l'intégration n'a pas réussi en France ou qu'elle a mal réussi, puisqu'on parle de 40 000 sympathisants des djihadistes en France, radicalisés, que sais-je encore, c'est parce qu'on a abandonné l'idée républicaine, c'est pas parce qu'elle a échoué. Mais vous avez quand même, parlant considérant et analysant justement Rachida Dati, Ramayad, et puis donc récemment Najat Vallaud-Belkacem, en matière d'intégration politique, vous avez quand même eu souvent la dent dure. Non, même violente. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut pas confondre intégration et discrimination positive du fait du président de la République. C'est pas la même chose. Et donc, si le président de la République décide de faire venir des personnes issues de la diversité, comme on dit élégamment, c'est son droit. Je n'ai rien contre. Mais c'est pas ça l'intégration. L'intégration, c'eût été, par exemple, dans l'éducation nationale dans les années 80, ne pas choisir d'enseigner aux primo-arrivants, aux jeunes étrangers dans leur langue, mais au contraire de leur apprendre le français pour qu'ils rentrent dans la République. Et quand Ménard les parle du grand remplacement culturel. C'était encore autre chose. Alors justement, la question du grand remplacement, c'est la grande thèse de Renaud Camus, de Ménard, de l'extrême droite, et pas simplement de l'extrême droite. C'est la grande peur aujourd'hui, c'est le grand remplacement. C'est ce qu'il a dit à Bruxelles. Il a dit finalement l'Europe chrétienne, notre identité fout le camp, Sadikan et maire de Londres. Voilà, sauf que après tout, on peut au contraire considérer, on verra à l'usage, que c'est un formidable exemple d'intégration. Bon, encore une fois, il faut voir. Mais pour ce qui est du cas français, puisqu'il y a eu deux modèles en Europe, c'est toute l'histoire de l'Europe. Il y a eu un modèle, disons pas d'intégration, mais de coexistence plus ou moins pacifique des communautés. C'est le modèle en effet britannique, mais c'est aussi ce que vous voyez à New York quand vous traversez Chinatown, Little Italy, etc. Vous avez l'impression d'être en Chine, vous avez l'impression d'être en Italie, et vous êtes aux États-Unis. Bon, c'est le modèle anglais, c'est le modèle allemand. Voilà. Si ça marche mieux économiquement et si l'intégration marche plutôt facilement, je vous pose avec un point d'interrogation. Oui. Est-ce que finalement nous on n'est pas en train de se goberger avec cette histoire de république, de notre laïcité fondamentale? Qui serait peut-être notre handicap finalement. Non, encore une fois, il y a deux modèles, mais nous avons abandonné le modèle républicain. Moi, je suis tout à fait pour l'assimilation, je suis pour que les étrangers apprennent le français, pour qu'on fasse l'effort de leur enseigner le français, mais en français, pas dans leur langue, et qu'on intègre les gens réellement. Et donc, je pense que c'est quand même le modèle français qui est le meilleur et de très loin. Simplement, on l'a abandonné depuis les années 70 au profit, dans la postérité de 68, au profit du fameux droit à la différence. Donc, c'est très difficile de savoir ce que deviendra le maire de Londres, et encore une fois, est-ce qu'il s'agit d'une élection par un vote communautariste, ou est-ce que, au contraire, il s'agit d'un formidable progrès parce qu'on a affaire à l'élection à la fois de quelqu'un issu du monde populaire et du monde musulman, et qui est un vrai démocrate. Bon, si c'est la deuxième hypothèse, c'est formidable. Si c'est la première, c'est moins grandiose. Macron. Jeanne d'Arc. Il fait rire Macron. Il est quand même formidable parce qu'il a une trajectoire. Oui, quand il parle de Jeanne d'Arc qui est comme une flèche et qui vient de nulle part et qui va vers le centre, il parle évidemment de lui-même. Non, il est quand même extraordinairement sympathique. C'est pas, son discours est beau, le fond du discours, c'est un bon discours. J'entendais ce matin notre ami, l'autre Guillaume Tabar. Dire que ça ressemblait à du Henri Guénaud en mieux, c'est assez bien vu, c'est assez drôle. Et en effet, Macron sait très bien qu'on l'attend. C'est pas très enflammé, le ton. Non, le ton n'est pas bon encore. C'est pas encore un orateur, mais ça viendra. Il est encore jeune, frais et moulu, mais il est quand même extrêmement sympathique. Et je trouve ça franchement distrayant de voir la jalousie qu'il suscite de la part des Montebourg et de toute la vieille gauche. Je trouve ça quand même extrêmement drôle de voir ce petit personnage. Oui. Et qui joue un rôle
rôle. Il incarne quelque chose de politiquement très important. C'est le fait que la gauche, avec lui en tout cas, et avec Manuel Valls, mettons-le quand même aussi dans le coup, soyons honnêtes, cette gauche, peu importe, c'est toujours quand on est très proche qu'on se déteste, et qu'on est en concurrence, parce qu'on est en concurrence qu'on se déteste. Mais avec Manuel Valls, il représente quand même l'entrée de la gauche française dans la social-démocratie européenne. C'est le modèle allemand, c'est le modèle Tony Blair ou Gerhard Schröder ou Helmut Schmidt. Voilà, il rentre dans le lot commun de la social-démocratie à la suite de Rocard, qui lui malheureusement n'a pas. Vous avez remarqué que ce matin, François Hollande était à Rungis, que hier il a fait son discours. Oui, le pauvre, ça passe inaperçu. Oui. Non mais d'accord, mais il a l'air d'être absolument certain que personne ne bougera derrière lui. Et de s'en être assuré auprès de Macron notamment. Il est quand même président de la République. Vous savez, quand vous êtes président de la République, ça va poser un problème à Macron considérable. Si Hollande y va avec Macron, il ne peut y aller que si je puis dire, sur le décès politique de Hollande. Oui, bien sûr. Oui. Il va avoir une pancarte de traître sur la tête. Bien sûr. C'est extrêmement difficile de trahir son président de la République. Chirac avait réussi, mais enfin de manière extrêmement violente, avec Giscard, et puis de manière quand même très très particulière. C'est en appelant à voter Mitterrand. Enfin bon, tout ça, c'est quand même très mal placé. Le 14 juillet de Nicolas Sarkozy face à celui de Jacques Chirac. Ouais, c'était la fête nationale. Jacques Chirac recevait tous les Français. C'était la grande tradition de l'époque, qui n'est pas si lointaine, puisque à l'époque, vous étiez peut-être ministre déjà. Oui, j'étais ministre. Et Nicolas Sarkozy faisait une garden party en face. Oui, mais on prévoyait quand même que Chirac ne se représenterait pas, ou que ce serait extrêmement difficile pour lui de se représenter, ce qui n'est pas le cas pour Hollande. Hollande, manifestement, a décidé de se représenter, et donc c'est extrêmement difficile pour un ministre de se présenter contre son président de la République. Ça suppose un véritable coup de force. On attend, on verra bien. En tout cas, ce que représente Macron, mais profondément sympathique, c'est-à-dire une gauche social-démocrate qui a un peu compris, ou peut-être même bien compris, ce que c'est que l'économie. Donc c'est plutôt très positif de voir ce personnage prendre la lumière. Je voudrais qu'on écoute Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, 7h50 RTL. Lui, Macron, Jeanne d'Arc, c'est pas franchement sa tasse de thé. Le temps du bilan viendra. Je prendrai toutes mes responsabilités pour faire l'évaluation de ce qui a marché, pas marché. Je prendrai moi aussi mes responsabilités. Et le clivage droite-gauche reviendra. Tout ce qu'on raconte, c'est assez superficiel. Et puis on verra bien quelles seront les propositions qui seront faites par la gauche et par la droite, parce qu'il y a aussi les primaires à droite. Et vous verrez qu'à ce moment-là, on reviendra à l'essentiel. Il exaspère énormément. Propos de Jean-Marc Ayrault, propos Anne Hidalgo hier. Oui, bien sûr, c'est normal. D'abord, il les assez violent. Il les fait vieillir considérablement, puis ce pauvre héros qui a absolument tout raté, évidemment, il peut pas être heureux de voir ce jeune homme sympathique qui réussit tout. Donc c'est évident que la jalousie est quand même une des passions les plus puissantes qui soit. Tocqueville avait bien vu ça, c'est la plus forte passion démocratique, la jalousie. Et elle ne s'exerce qu'à l'égard de ses proches, quand on est dans le même parti, quand on est dans le même métier. Et donc on voit la jalousie monter chez Montebourg, chez Ayrault, enfin chez tous ceux qui affectent de détester ou de s'opposer à Emmanuel Macron. Mais évidemment qu'il est dans le sens de l'histoire. Et c'est un exercice politique affirmé dans le sens de l'histoire, comme vous le dites, ou c'est une certaine forme, parce que ça c'est l'autre critique, de narcissisme. C'est pas incompatible de toute façon. Pour faire ce Dorian métier. Gray version Jeanne d'Arc. J'aime bien ces références littéraires. Non, il y a pas de tableau caché qui est en train de s'auto-détruire dans une cave. Mais non, il faut une dose de narcissisme de toute façon. Quand vous voyez, je sais pas, Ramayad qui va être candidate à la présidence de la République, vous voyez tous ces candidats qui se poussent du col, qui veulent, c'est ma bouille à la une, ma photo dans le journal. Enfin bon, il y a évidemment une dose de narcissisme extrême dans cette vocation qu'est la politique. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est pas des gens qui s'oublient eux-mêmes, ça c'est sûr. Mais en même temps, il faut ça pour aller dans cette direction. Moi, ce que je regarde, indépendamment des personnes, encore une fois, Macron, je ne le connais pas, mais il est a priori mais sympathique. Mais ce que je regarde, c'est les idées, ce qu'il incarne. Ce qu'il incarne, encore une fois, c'est pour la première fois, sauf Rocard, mais qui fut vraiment une exception, pour la première fois dans la gauche française, quelqu'un qui a compris l'économie. Oui, ça c'est quand même très intéressant de ce point de vue-là. Et si on avait un deuxième tour Juppé-Macron, ce serait quand même assez rigolo, parce que on aurait deux personnages qui sont parfaitement capables de travailler ensemble, et l'UMPS, cher à Marine Le Pen, deviendrait une réalité visible. Pourquoi les hommes politiques français, je parle là de François Mitterrand, de Jean-Marie Le Pen, évidemment d'Emmanuel Macron, sont tous à genoux devant une aventure qui se termine sur le bûcher?
Oh ben c'est parce que en ce moment Jeanne d'Arc et depuis toujours symbolise l'identité nationale. Alors il y a plusieurs Jeanne d'Arc, les historiens connaissent ça très bien. Il y a une Jeanne d'Arc d'extrême droite, il y a une Jeanne d'Arc de gauche, enfin il y a une Jeanne d'Arc féministe. Bon, mais évidemment que dans la période actuelle, et je pense que Macron a très bien compris ça, ce qu'on lui reproche, c'est d'appartenir à la deuxième gauche, à la gauche américaine. Donc est-ce que il serait pas différentialiste? Est-ce qu'il serait pas communautariste? Est-ce qu'on va pas avoir affaire voilà. Donc Jeanne d'Arc, c'est l'identité nationale, c'est du Henri Guénaud, en effet, c'est du républicanisme pur et dur, c'est du Jean-Pierre Chevènement, et donc voilà, il est pas idiot ce jeune homme, il se recase, si je puis dire, dans la tradition républicaine, parce qu'il sait très bien que ce qu'on va lui reprocher, c'est d'être trop libéral, donc communautariste. Question concernant les médias, et après on terminera, parce que comme ça nous fait une petite pause avant de revenir à la droite et aux primaires à droite. Le fait que Yann Barthès quitte le Canal+. C'est toujours étonnant quand un type quitte le navire alors qu'il a des très bons sondages, non? C'est ça, il a des très bons, des bons. Les abonnements, dit-on, sur un an sont en chute libre. Ah oui, c'est ça, c'est les abonnements, oui. Voilà. Mais sinon, son émission est bien. Bonne. Ah non, je déteste. Je trouve le petit journal absolument ignoble. Mais voilà, je regarde simplement l'audimat et je me demande toujours comment. Vous êtes le seul de France, vous. Pardon? Vous êtes le seul de France. Ah bon, c'est ça? Bon, je sais pas, c'est possible. Mais c'est quoi? C'est la dérision qui vous fait... Ah, je trouve ça, mais je trouve que c'est l'abomination de la désolation. C'est-à-dire que tout est tourné en dérision. En plus, c'est totalement partisan. Il y a des mauvais angles. Enfin, tout ça. Je déteste cette espèce de culte, de cette sacralisation de l'ironie. Je trouve ça, mais je trouve que c'est ce qu'il y a de pire au monde. En plus, vous savez, Hegel avait une critique de l'ironie. Mais justement, Hegel avait une critique de l'ironie qui est absolument géniale, parce qu'il disait, voilà, le type qui pratique l'ironie à jet continu pense qu'il incarne la liberté souveraine parce qu'il se moque de tout. En vérité, il dépend totalement des contenus à tourner en dérision. Et donc, il faut suivre en permanence l'actualité pour la tourner en dérision. Et je pense que cette confusion entre la dérision, l'ironie d'un côté et l'intelligence de l'autre est quelque chose d'absolument fatal dans le monde journalistique. Mais vous mettez en cause des médias dans leur ensemble, parce que vous pouvez pas fonder une grande émission populaire sur Hegel. Non, mais pas non plus sur l'ironie. C'est-à-dire que si on pouvait non, je déteste ça. Et donc, je pense qu'encore une fois, confondre la méchanceté et l'ironie avec l'intelligence, c'est une très grave erreur. C'est une énorme erreur. C'est une facilité, en vérité. On se croit souverain et libre. En fait, on est dépendant des autres. Depuis le XVIIIe siècle, ça existait, par exemple, sur les marchés autour de Paris. Vous aviez ces fameux théâtres de gens qui, justement, c'est le fou du roi. Non, c'est le principe, justement, du rire. Qui serait rien à voir. Exactement le contraire. La vérité, c'est que quand il y avait des rois et quand il y avait des régimes monarchiques et absolutistes, le bouffon, buffo en italien, celui qui fait rire, le bouffon prenait des risques. Il prenait des très grands risques parce qu'il prenait le risque d'être jeté en prison, voire d'être décapité. Et donc là, il y avait quelque chose de l'ordre de la désobéissance civile, quelque chose d'assez grandiose. Et donc, alors qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Le bouffon, la configuration de l'intellectuel, non? Ou s'ils vont en même temps. D'une certaine manière, oui. Ça, c'est beaucoup plus juste, parce que d'une certaine manière, le bouffon prenait des risques et il s'opposait au pouvoir, et un pouvoir absolu, donc qui était extrêmement dangereux. Aujourd'hui, pratiquer l'ironie en étant payé, et grassement payé pour ça, et en faisant rire grassement le populisme, évidemment. Évidemment, pas vous, Guillaume. Je pose la question, moi. Une grande partie, voilà. Et je pense que cette espèce de prolifération d'humoristes autoproclamés, qui en vérité sont assez rarement drôles, c'est quelque chose qui tourne en dérision à la fois la politique, les idées et même la presse elle-même. C'est-à-dire que, encore une fois, on confond l'ironie et l'intelligence. Ça n'a rien à voir. Et je pense que le rôle des journalistes, c'est beaucoup plus d'éclairer le débat. Les grands journalistes sont des Aufkläreur au sens allemand, c'est des gens qui éclairent encore une fois l'espace public et pas des gens qui tournent en dérision de manière populiste tout ce qui se présente à eux. C'est le baltrap, c'est pas l'humour, c'est le baltrap. Je voulais vous passer François Fillon, donc ce matin France Inter. Écoutons François. Non, justement, on va l'oublier, François Fillon. Parlons de quelque chose. C'est de ma faute. Je dis pas le plus intéressant, mais qui concerne la semaine à venir, le Festival de Cannes. Les Palmes d'Or. Quel est votre grand souvenir du Festival de Cannes? J'ai monté les marches une fois entre deux ravissantes mannequins, et puis je vais y retourner là parce que on m'a invité. Il y a un film que je voudrais voir, qui est le film de Woody Allen, mais j'y suis allé 2 fois dans ma vie. J'y suis allé escalité, si je puis dire. J'y suis allé parce que j'étais ministre de la jeunesse et des. Est-ce que c'est important le cinéma pour vous?
Non, Parce qu'à un moment... non, j'ai pas non plus de passion, mais je vais me faire détester par tout le monde. Non, c'est vrai, vous avez dit à un moment qu'en matière d'éducation, il valait mieux voir sur la Shoah la liste de Schindler que de faire des cours. Non, pas de faire des cours, c'est pas ça. Non. D'appuyer les cours par Spielberg plutôt que de se contenter justement des historiens. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que les cours... Non. Ma thèse était celle-là, et je pense qu'elle est... Enfin, je la défends toujours, en tout cas, c'est que les cours d'instruction civique, ce sont des cours de droit constitutionnel pour enfants. Alors, on fait la 5e République. Dans les cours d'instruction civique, tenez-vous bien, de CM2 aujourd'hui, les petits de 8-10 ans, entre le CE1, le CE2 et le CM2, on a par exemple, tenez-vous bien, les grandes lignes du budget des collectivités territoriales. Je dis que c'est complètement ridicule. Oui, ou des livres comme, je sais pas, Le choix de Sophie, par exemple, pour faire comprendre ce que c'est que les crimes contre l'humanité. Je pense qu'il vaut mieux se référer à des grands livres, à des grands écrits ou à des grands films. J'avais cité Shoah ou La liste de Schindler. J'aime beaucoup La liste de Schindler. C'est un film extrêmement frappant et on peut pas le voir sans être bouleversé. Je pense qu'il faut mieux s'appuyer sur des grandes œuvres, soit cinématographiques, soit littéraires, plutôt que sur des cours de droit constitutionnel pour bébé rose, ce qui ne passe pas du tout. Le film que j'aime plus que tout. Dépêchez-vous, Les raisins de la colère. Voilà, je trouve que c'est un immense film. Voilà, donc pas drôle d'ailleurs, c'est pas ironique et pas plein d'humour. Adapté d'un célèbre roman, bien évidemment. Les raisins de la colère avec Henri Fonda. Avec Henri Fonda, exactement, qui est absolument grandiose dans ce film et que c'est incroyablement bouleversant. Il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique. Merci Luc, bonne semaine. À vous aussi, N'oubliez pas de regarder le petit journal.